Nouveau jour, nouveau rendez-vous de votre émission Plateau Foot Europe avec l'équipe des spécialistes déjà en studio. Bonjour Romero Yeto, buenos dias. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Comment est-ce que tu te portes? On se porte très bien et on attend forcément le week-end. En forme comme Cristiano Ronaldo, hein? Ah oui. En mode ballon d'or. Les 5 doigts de la main. Les 5 doigts, la fameuse manita. En face de vous, oui, lui, il est le patron de la Serie A italienne. Buongiorno Ezekiel Ayatai. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Vous êtes en blanc comme un ange, hein? Ah bon? Tout va bien, n'est-ce pas? Ça va, ça va. Ah oui, juste à côté de vous, lui, c'est le patron de la Bundesliga. Oui, Frank Nunyama, willkommen, guten Morgen. Donc, en réel, bonjour à toutes et à tous. En pleine forme? En pleine forme. Vous êtes en vert. Voilà. C'est pas à Gaza? Non, c'est pas le vert d'Agaza quand même. Bon, peut-être la couleur de l'espoir, qui sait. Ah oui, pourquoi pas? Oui, espoir de l'autre côté. Bon. Et nous sommes également avec Elom Adovan, notre webmaster. Bonjour Elom. En pleine forme, hein. Bien sûr, lui va rester debout hein, pour mettre, on peut dire en vidéo, cette émission de Plateau Foot Europe. Nous entendons en studio Fifia Sogbavi. Armel Ouaba, lui, il est out pour aujourd'hui. Un souci de santé. Salut sportif à tous. Merci de votre fidélité d'écoute au menu du numéro 475. Nous parlons du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue européenne des champions avec des affiches alléchantes et également les 16e de finale en Ligue Europa. Zoom sur les majeurs avec le derby de Manchester remporté par City, plus que jamais patron de Première Ligue. Le Real en mode manita comme les 5 ballons d'or de Cristiano Ronaldo. Les rubriques questions des auditeurs, le thème sportif et le top 3 africain sont au rendez-vous. Mise en onde de Plateau Foot Europe 475, Théoa Javon, présentation, Angelo Folikwe. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Et lorsqu'on écoute, on entend cette belle mélodie, on s'attaque à cette prestigieuse compétition des coupes européennes. Nous parlons de la Ligue européenne des champions avec, oui, on peut dire à tout seigneur, tout honneur, le double tenant du titre, le Real Madrid, qui tire le Paris Saint-Germain. Frank Nunyama, Xabi Alonso, ancien du Real Madrid, du Bayern et de Liverpool, a tiré gros pour le Real Madrid. Oui, a tiré gros pour le Real, c'est le Paris Saint-Germain, le double tenant du titre face au club, on va dire, le plus en vue en France, avec des stars comme Cavani, Neymar et tous les autres. On se dit qu'à chaque année, le Paris Saint-Germain prend du volume, prend de l'envergure, et là, l'ambition, comme ils le disent chez eux, dream bigger. Donc, rêvons grand. Donc, on pense que le Paris Saint-Germain a les moyens quand même de titiller le Real Madrid, parce que le Real, c'est vrai, le double tenant du titre, a connu quelques déséquilibres, a perdu 4 points face à Tottenham en match de poule. Donc, ça veut dire que le Paris Saint-Germain a aussi des arguments à faire valoir. Maintenant, d'ici février, tout peut changer. Et puis l'autre paramètre à souligner, c'est que lorsque le Real Madrid rentre en Ligue européenne des champions, on a l'impression que cette équipe est imbattable. Donc lorsque je revois un peu les déclarations de Maxwell, ancien joueur du Paris Saint-Germain aujourd'hui dans l'encadrement, il a dit il faut faire 2 matchs parfaits. Ce qui veut dire que le Paris Saint-Germain gagner en aller-retour? Bon, pas forcément gagner en aller-retour. On peut aller chercher un match nul de l'autre côté et puis faire le résultat à domicile. Donc, ça va faire 2 matchs parfaits. Maintenant, il va falloir réaliser cette ambition sur le terrain. Et là-dessus, je crois que le déséquilibre, quoi qu'on dise, est toujours là. Moi, je pense qu'il y a 60% pour le Real et 40% pour Paris Saint-Germain. Roméo, dans cette confrontation, on peut dire que le Paris Saint-Germain a besoin peut-être de sortir le Real et envoyer un signal encore plus fort à l'Europe. Mais pour gagner la compétition, il faut battre les gros de de cette Ligue des Champions. Et le Real Madrid a fait partie donc des sérieux prétendants au titre, double vainqueur de la compétition. C'est un pas du cadeau pour les Parisiens. C'est vrai, après le tirage au sort, tout le monde s'accorde à dire que le Paris Saint-Germain est tombé sur un gros.
Mais de l'autre côté, on oublie que le Real aussi a hérité d'une équipe aussi très 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 forte. Parce que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est une équipe très sexy avec des joueurs de classe internationale. À chaque année, il y a toujours une star qui arrive au sein du Paris Saint-Germain. Cette année, on va dire que c'est pratiquement 2 ou 3 stars qui sont arrivées. Je parle de Neymar, de Mbappé et de Dani Alves. Même si il a pris de l'âge, il a toujours cette expérience-là de joueur de grandes compétitions. Et au sein de Paris Saint-Germain, n'oubliez pas qu'il y a des anciens vainqueurs de la Ligue des Champions. Il y a Neymar qui peut changer le cours de match. C'est vrai, avec le Paris Saint-Germain, on ne sent pas l'implication directe de Neymar dans de grandes rencontres. Le seul problème du Paris Saint-Germain, c'est face aux grands, cette équipe, je ne sais pas, il y a un problème psychologique que les joueurs ils n'arrivent pas à se transcender face aux meilleurs d'Europe. Regardez le match retour face au Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain a perdu. Malheureusement pour les Parisiens, je vais dire, ils sont tombés sur le Real Madrid, également une équipe qui, en Ligue des Champions, Franck vient de le dire, se transcende. C'est une équipe qui a soif, qui a pour obsession, je vais dire, la Ligue des Champions est une obsession pour le Real de Madrid. Et là, le Barça qui a éliminé le Paris Saint-Germain au même stade de la compétition, et le Paris Saint-Germain qui tombe encore sur le Real Madrid. Peut-être ça va réveiller ces joueurs-là, parce que jouer le premier match à l'extérieur et recevoir à domicile, c'est peut-être également un avantage pour les Parisiens. On se souvient également de ce match de groupe entre le Paris et le Real Madrid. 1-0 pour le Real Madrid à domicile et puis 0-0 au Parc des Princes. Je crois que ça va être un match assez intéressant pour les deux formations. Et le premier match sera très déterminant pour l'équipe qui va passer au tour suivant. Ézéchiel, le match aller se joue au Santiago Bernabéu. De quel côté se situe la pression par rapport à cette confrontation? Oui, je pense que la pression se situera du côté des Merengues parce que les Merengues qui jouent à domicile à l'aller se doivent de gagner ce match. En face, on sait que aujourd'hui, ce n'est pas une petite équipe, ce n'est plus une petite équipe. Cette équipe du FC Barcelone, le FC Barcelone est le PSG, le PSG, j'allais dire, est capable d'aller battre le Real Madrid à domicile. Donc, il va falloir faire très attention, surtout ne pas encaisser de buts à domicile. Mais Bernabéu, c'est redoutable comme entre pour les adversaires. Oui, c'est redoutable, mais aujourd'hui, le PSG a les joueurs pour aller défier le Real à domicile, même si le PSG a perdu la dernière fois face au Bayern Munich. On sait que le PSG a des joueurs de classe mondiale qui peuvent marquer des buts, qui peuvent titiller le Real, qui cette saison, justement, souffle le chaud et le froid. C'est pas un Real Madrid constant à tous les matchs, même si le Real reste un grand d'Europe, le double tenant du titre. Il va falloir faire extrêmement attention face à cette équipe parce que peut-être un nul avec but encaissé, peut-être 1 partout, 2 partout ou même une victoire de 2-1 compliquerait les choses pour le match retour. Donc il va falloir sécuriser ce match retour là en gagnant à domicile à l'aller, pourquoi pas avec peut-être 2-0 ou gagner et ne pas encaisser de but. Donc je pense que la pression est du côté du Real Madrid. Cristiano Ronaldo et les autres, s'ils veulent être au second tour, doivent faire le maximum à domicile. Donc je pense que ça va être un match piège pour le Real. Surtout que un but marqué à l'extérieur contre double, c'est assez compliqué comme calcul à faire. Bonjour Fifia Sogbabi, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau et je salue les auditrices et auditeurs. Et justement, on parle de cette affiche PSG Real ou Real PSG. Vous êtes surprise par rapport à ce tirage-là? Non, pas du tout, puisque c'est le premier rencontre le deuxième. Et donc, Paris aurait aimé tomber au finir au deuxième? Non, premier, mais c'est un tirage. Non, Paris serait deuxième, que Paris peut-être allait tomber sur City ou sur encore sur un autre gros. Barcelone. Donc c'est un tirage au sort, c'est le premier qui rencontre le deuxième et le Real étant deuxième est tombé sur le Paris Saint-Germain ou Paris Saint-Germain étant premier est tombé sur le Real de Madrid. Mais moi je pense que ce sera un match difficile pour les Parisiens parce que comme l'a dit tout à l'heure Roméo, tactiquement ou psychologiquement? Les deux à la fois, parce que le Real est une équipe plutôt pour la Champions League. C'est une équipe qui a faim de Champions League, surtout que en Liga c'est compliqué pour le Real cette saison. Mais je crois que le Real va tout mettre en œuvre pour pouvoir encore aller très très loin dans cette compétition continentale. Et le
Paris Saint-Germain aujourd'hui doit également réagir parce que si on a fait venir Neymar, si on a fait venir Dani Alves et les autres, les Mbappé, c'est pour pouvoir aller très loin dans cette compétition. Pourquoi pas la gagner aujourd'hui? Dès les 8e de finale, on se retrouve face au Real Madrid. Je pense que c'est compliqué, ce sera véritablement compliqué pour les Parisiens également. Maintenant, le Real aussi n'est pas très très en forme. Le Paris également a sa carte à jouer avec les joueurs qui ont quand même aujourd'hui le niveau de cette 8e de finale. Maintenant, tout va se passer psychologiquement. Est-ce que Paris est capable d'aller déranger le Real? Et en Espagne, c'est là que tout va se situer aujourd'hui si le Paris Saint-Germain veut aller très très loin. Vous demandez tout à l'heure s'il y a la pression également, où se situe la pression. Je pense que non seulement au niveau du Real, mais également au niveau du Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain, si le Paris Saint-Germain est encore éliminé avec ce groupe-là, à cette étape de la compétition, Unai Emery serait remplacé? Oui, ça va créer une crise au niveau de Paris. Ça, c'est clair parce qu'on a forgé cette équipe pour aller très très loin. Mais est-ce que cette équipe n'a pas besoin de temps pour grandir, Franck? Oui, c'est ce que révèle la dernière fois l'ancien gardien de la Nationalmannschaft, Oliver Kahn, qui dit il ne s'agit pas d'aller chercher des joueurs aux 4 coins du monde pour être une grande équipe. Pour gagner la Ligue européenne des champions, il faut un certain vécu, il faut une certaine expérience qui compte forcément. Donc je crois que, comme on le dit, comme on a vu par rapport à Chelsea avec Roman Abramovich qui est arrivé, qui a investi des milliards et des milliards, il a fallu 8 ans pour les Blues avant de décrocher, on va dire, la timbale. Pour Paris Saint-Germain, quand je fais un peu les calculs, les Qataris sont arrivés, je crois que ça fait 4-5 saisons. Je crois qu'il faut encore un peu de temps pour Paris, il faut une certaine symbiose, une certaine ambiance, une certaine harmonie avant d'aller soulever le trophée aux grandes oreilles. Donc, je pense, comme Roméo l'a dit, qu'il manque un petit détail pour cette équipe avant d'aller soulever le trophée. Donc, je pense qu'ils ont les moyens, ils ont la qualité. Maintenant, il faut travailler sur cette qualité-là pour pouvoir gagner la coupe. Autre rencontre, rapidement, on va parler de cette explication entre le FC Porto et Liverpool. Là-bas, est-ce qu'il y a un match? Bon, c'est une rencontre de football. On peut parler de surprise, mais voyant cette affiche-là, je donne Liverpool favori par rapport à Porto. Porto qui n'a plus ses meilleurs éléments. Il y a eu beaucoup de départs. Du côté de Liverpool, on voit un réveil des Reds en Première Ligue, surtout avec Salah et Sané qui font de merveilleuses choses avec Liverpool. Je crois que Liverpool est légèrement en avance sur le FC Porto. Une autre équipe anglaise qui a peut-être tiré également une équipe plus ou moins facile, c'est le Manchester qui va se frotter au FC Séville. Oui, Manchester United, je pense, peut s'estimer heureux vu le tirage, parce qu'on pouvait tomber sur des équipes plus difficiles à jouer. Donc, je pense que le FC Séville, c'est peut-être un bon tirage pour Manchester United. Maintenant, le FC Séville, on sait que c'est une équipe de coupe. Cette équipe qui a gagné à plusieurs reprises la Ligue Europa. Donc, le FC Séville pourra toutefois déranger cette équipe de United. Maintenant, si on revoit un peu les 5 buts, les 5-0 de la dernière fois en championnat, c'est une équipe qui ne va pas fort, qui ne va pas bien. Donc, mais on sait que les réalités de décembre ou de novembre ne sont pas forcément les réalités de mars. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. La fatigue peut s'inviter. On peut avoir des blessés également. Donc, je pense que d'ici mars, tout peut changer. Mais, a priori, ou sur le papier, Manchester United est largement favori pour ce face-à-face-là. Maintenant, du côté des Espagnols, comme ils savent que ils sont donnés déjà perdants, c'est peut-être une motivation supplémentaire pour les Sévillans qui n'auront rien à perdre dans ce match, qui vont jouer crânement leur chance. C'est du côté de Mourinho que sera la pression. Donc, je pense que c'est un match où la surprise peut arriver à tout moment, parce qu'il y a quand même de la valeur, de la qualité dans cette équipe du FC Séville. Parlons de l'ami de José Mourinho, Pep Guardiola, lui, avec sa formation qui a hérité du FC Bâle.
Moi, je pense que c'est la rencontre la plus déséquilibrée. Quand vous prenez aujourd'hui le Manchester City qui marche surtout en Angleterre et qui a enlevé encore le derby la dernière fois, c'est clair aujourd'hui que Manchester City est un grand favori de cette Ligue des Champions. Mais maintenant, moi, je ne vois pas l'opposition, je ne vois pas le FC Bâle faire douter effectivement cette équipe. City va passer, je pense facilement. Le Bayern qui va jouer face au Beşiktaş. Oui, une première qualification pour cette étape pour le club turc. Je crois que c'est... Là, Xabi Alonso, il a été béni, parce que là... c'est merveilleusement bien pour Pep et ses coéquipiers. Beşiktaş qui a quand même montré à toute l'Europe que le football turc est en train de grandir. Maintenant, avec ce match contre le Bayern de Munich, c'est l'expérience et la jeunesse. Oui. Et je pense que les hommes de Jupp Heynckes ont les moyens de pouvoir battre cette équipe turque. Maintenant, il va falloir jouer et le montrer. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, d'ici mars, beaucoup de choses peuvent évoluer, peuvent changer. Exactement. Donc voilà, au-delà de tout ça, je crois que le Bayern est nettement favori. On va parler également de cette confrontation entre le Shakhtar Donetsk et la AS Roma. Match totalement ouvert. Oui, ouvert et équilibré entre les deux formations. Parce que la Roma n'arrive plus à montrer grand-chose aujourd'hui, même en Europe, même en Serie A. Vous prenez Shakhtar, c'est une équipe aussi très ambitieuse, avec des joueurs, pour la plupart, sont des Brésiliens. Vous connaissez bien le football brésilien, c'est un football très rapide, très animé. Et là, ça va être un match assez équilibré entre les deux formations. On va s'intéresser à une autre affiche. Là, c'est la Juventus face au FC Tottenham. Gros match en perspective, Ezekiel. Oui, c'est un gros match en perspective. Je pense bien que c'est l'un des chocs de ces huitièmes de finale, parce que Tottenham qui termine devant le Real Madrid, on comprend juste que c'est une équipe qui a des joueurs valeureux, des joueurs solides. C'est un football aussi un peu physique, mais aujourd'hui on a des joueurs techniques à l'instar du King, Harry Kane, qui est là, qui plante but sur but. D'autres joueurs, Dele Alli, Son, on a le nom m'échappe, voilà, c'est mon joueur. De Wanyama? Non, c'est mon joueur préféré. C'est un très bon passeur. Donc je pense Christian Eriksen, voilà, Christian Eriksen qui est dans ce match-là, qui sait donner des bijoux de passe. Oui. Donc je pense que c'est une équipe qui n'a rien à perdre, Tottenham, qui a tout à gagner, mais en face, je crois bien que la Juve, qui a déjà échoué à 2 reprises en finale de cette compétition, a à cœur quand même de gagner cette Ligue des Champions, et donc il va falloir passer par ce Tottenham là. Ça va être difficile quand même pour la Juve, surtout qu'aujourd'hui en Serie A italienne, c'est disons un peu équilibré maintenant. C'est plus cette Juve là qui marche sur toutes les autres équipes. Donc à chaque journée de championnat, il va falloir batailler dur, tout comme Tottenham de l'autre côté. Donc c'est peut-être 2 équipes qui arriveront en mars émoussées. Ça promet tout simplement, surtout sur le plan tactique. J'aimerais bien voir ce que la Juve va proposer au milieu de terrain, parce que c'est ce milieu de terrain de Tottenham qui fait aujourd'hui sa force. Donc, je pense que la Juve a un gros duel devant elle. Autre gros duel attendu, c'est cette affiche également. C'est du déjà vu entre Chelsea et FC Barcelone. On se rappelle de la saison 2008-2009, donc 2009-2010, où Chelsea avait joué face à Barcelone avec ce but de Andrés Iniesta et la course folle de Didier Drogba derrière l'arbitre. Le nom m'échappe un tout petit peu. C'est un choc également, Chelsea-Barcelone. Oui, c'est un choc aujourd'hui, surtout que les 2 équipes respectivement dans leur championnat. Oui. Au niveau de Chelsea, c'est le chaud, le froid. Oui. La dernière fois battu par West Ham et Barça également vers la fin de cette première partie du championnat aussi, avec des matchs nuls à domicile. On se dit que c'est quand même un choc. C'est 2 grands noms de l'Europe qui ont déjà gagné le trophée. Exactement. Et je pense que les 2 sont à un niveau pratiquement 50-50. 50-50, moi je vois du 50-50. Maintenant, je crois que c'est Barça qui reçoit au match retour. Oui.
c'est un avantage également pour Barcelone et ça va être âprement disputé cette rencontre. Franck Nounyama. Oui, l'arbitre dont vous parlez, c'est Omar Webb, oui, c'est pas lui. Omar Webb. C'est Omar Webb. C'est lui. Bon, voilà, avec les yeux écarquillés de Didier Drogba. Vous vous rappelez de cette scène? Oui, c'est un match intéressant parce que déjà, les deux clubs se sont déjà rencontrés sur l'échiquier européen. Oui, tout à fait. On fait un match à suspense avec ce but dans les derniers instants du match de Iniesta, comme vous l'avez rappelé maintenant. Donc, je pense qu'il faut faire attention par rapport à ce match. Le Barça, sur le papier, est nettement favori pour moi. Maintenant, vous connaissez Antonio Conte, c'est un fin tacticien aussi. Il peut proposer quelque chose d'embêtant à l'entraîneur du Football Club Barcelone. C'est Valverde. C'est Valverde. Voilà. Valverde. Donc, je pense que l'arbitre dont vous oubliez le nom, c'est Tom Ovrebo. Tom Ovrebo, exactement. Voilà, ne pas confondre avec Omar Webb. Omar Webb, oui. Lui également s'est illustré sur un match, mais j'oublie un peu. Donc, ou bien sûr une finale. Avec Didier Drogba, c'est sûr que lui aussi s'est planté sur un match. Possible. Donc, par rapport à ce match, je crois que c'est une très belle affiche. Et comme Fifi, moi aussi, je pense à du 50-50. 50-50, oui. Oui, Roméo. C'est vrai, au départ, on peut dire que c'est du 50-50. Mais déjà, quand vous réécoutez un peu la déclaration de Antonio Conte, se donne déjà des excuses en disant que les clubs anglais ne vont plus loin dans cette compétition. Parce que son temps, peut-être, le danger arrive. Et le FC Barcelone, cette saison, c'est pas une équipe assez extraordinaire. Exact. Mais c'est une équipe qui s'est tirée de son point négatif et en faire un point positif. Aujourd'hui, le FC Barcelone, après le tour, enfin la phase de groupe, n'a encaissé qu'un seul but. Ça veut dire que défensivement, cette équipe a instauré une stabilité. La meilleure défense voilà. de cette phase et de groupe. Il peut bénéficier du retour d'Umtiti d'ici février. Oui, c'est possible. Et là, je pense que le FC Barcelone joue plus collectivement. Aujourd'hui, l'individualité, on ne met plus trop en avant. Et ça va être peut-être un handicap pour le Chelsea. Chelsea aujourd'hui, qui n'arrive plus même à compter sur ses valeurs sûres. Eden Hazard, parfois il est bon, parfois il est moins bon. Il a une, on va dire, il joue cette année, il n'est pas constant dans sa prestation. Et je crois qu'il est à l'image de Chelsea aujourd'hui. Mais le football reste le football. Moi, je pense que le FC Barcelone a un peu d'avantage. 51-49. Oui, 51-49, pourquoi pas 51-49, parce que là, il faut de l'expérience, il faut de la psychologie également. Et par rapport à Chelsea, je crois que le FC Barcelone aujourd'hui présente un effectif capable d'aller plus loin que Chelsea. Oui, mais l'homme qui arrive à sortir le FC Barcelone de ces situations difficiles en ce moment, c'est bien Lionel Messi, qui sera face à sa bête noire, Chelsea. Ah oui, parce que quand même en 8 confrontations, Messi n'a jamais marqué de but face à Chelsea. Donc je pense que pour lui personnellement, ce serait encore un autre défi, marqué face à cette équipe de Chelsea. Donc, ce qui donnera peut-être du piment à ce match-là, parce que notre interrogation pour ce match, est-ce que Messi va marquer? On attendra de voir. On se rappelle que Didier Buffon également n'avait pas pris de but face à Messi, mais il a finalement fait avant sa retraite internationale. Match aller de ces huitièmes de finale les 13 et 14 février 2018. Retour prévu les 20 et 21 février. Fini pour la Ligue des Champions. On va jeter juste un coup d'œil sur les 16e de finale de cette autre compétition, la Ligue Europa. Le Borussia Dortmund qui hérite de l'Atalanta Bergame. Nice qui joue face à Lokomotiv Moscou. L'Atlético Madrid face à FC Copenhague. Autre affiche, le Napoli face au Leipzig. Ça aussi, on peut dire un match assez intéressant. Oui, un match assez intéressant entre les Italiens et les Allemands. C'est vrai que les deux sont reversés en Ligue Europa maintenant. C'est un duel des gros, on va dire, parce que là, les deux formations sont en forme en championnat. Et puis, je crois qu'on va s'attendre. C'est un duel de Champions League. Justement. Autre rencontre également, Lyon qui reçoit Villarreal et monsieur Bernard Lacombe, Franck Nounyama qui dit Villarreal, c'est un petit Barça, ça va être compliqué pour les Gones. Oui, pas évident. On sait que Villarreal est une équipe joueuse. Les sous-marins, quand il s'agit. Avec un bon Cédric Bakambu. Voilà, qui est un serial buteur en tout cas. Donc je pense que ce n'est pas un tirage facile pour les hommes de Bruno Genesio. Il va falloir
falloir mouiller le maillot, jouer à fond. Je suis d'accord avec l'ancien joueur de Lyon et du Football Club Barcelone, Eric Abidal. Abidal, oui. Il faut que Lyon ou bien les joueurs lyonnais se tiennent prêts pour ce match. C'est un message. Ce n'est pas un cadeau pour eux, donc va falloir jouer à fond pour pouvoir passer. Et figurez-vous que la finale de la Ligue Europa se joue à Lyon. Voilà. Et donc, Lyon doit tout faire pour être en finale. Deux autres rencontres rapidement. Il y a le Milan AC qui joue face à Ludogorets Razgrad. Une belle occasion pour merci beaucoup et ses hommes d'avancer un peu plus dans cette compétition. Oui, c'est peut-être un bon tirage, ou on dira un bon tirage pour le Milan AC. Oui. Surtout vu l'effectif du Milan, c'est un Milan qui est normalement taillé pour battre aisément Ludogorets. Mais le Milan AC qui ne cesse de surprendre si ce Milan n'arrive pas à battre Benevento qui est la machine à distribuer les points en Serie A italienne. Donc je pense que le Milan aujourd'hui est un peu dans le doute, mais peut-être d'ici mars ça peut s'arranger si on sait que déjà en Ligue Europa c'est une autre compétition et c'est sur cette compétition aujourd'hui que le Milan mise pour jouer la saison prochaine la Ligue européenne des champions, puisqu'en championnat c'est déjà mort. Donc je pense bien que le Milan va mettre les bouchées doubles, mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir battre Ludogorets, parce que l'objectif est fixé, c'est gagner la Ligue Europa. Donc je pense que c'est un match normalement facile pour le Milan AC. Maintenant sur le terrain, on attendra de voir. Dernière rencontre à Marseille qui tire Braga du Portugal. Ce sera pas facile également. Ce sont les Portugais. Je crois que ce sera pas facile pour Marseille. Mais je crois que Marseille a quand même l'étoffe aujourd'hui de venir à bout de cette équipe portugaise là. Et si Marseille, depuis quelques temps, ce qu'on voit en championnat. Oui. C'est une bonne série en championnat. En championnat, même s'ils ont été éliminés injustement. Est-ce que c'est injustement? Ce n'est pas injustement. Oui. Ils ont été éliminés par Sarel en Coupe de la Ligue. Je crois que Marseille aujourd'hui a l'étoffe nécessaire pour venir à bout de cette équipe de Braga. Mais en même temps, quand Ezequiel disait tout à l'heure que Milan AC avait pour objectif de remporter cette coupe-là, je me dis en même temps il y a Arsenal, en même temps il y a Naples, en même temps il y a Leipzig, ce serait vraiment compliqué. Il y a beaucoup de candidats au chevet de cette belle compétition qu'est la Ligue Europa. Fini pour les compétitions européennes, nous faisons le franc et nous attaquons les majeurs. English Premier League News. La dernière fois, lors de la 16e journée de Première Ligue anglaise, il y avait un gros choc, un gros derby dans la ville de Manchester. C'était entre United qui recevait à Old Trafford City. Et finalement, qui a gagné dans ce derby? Franck, il y a eu 3 buts, 2 pour City, 1 pour United. City qui donne la leçon de football à un certain José Mourinho. Oui, sur l'ensemble du match, les Citizens méritaient de gagner devant les Diables Rouges. Et je crois que ils sont restés dans leur dynamique, dans leur football, un football vif, très rapide, avec des individualités assez intéressantes. On a parlé de Bruyne qui est en forme, on a parlé de Sterling qui va vite, on a parlé d'autres joueurs qui finalement sont rentrés dans le moule, dans la façon de jouer de Pep Guardiola. Et ça marche fort depuis le début de la saison. Il faut dire que ce derby également était très important pour les deux entraîneurs par rapport à leur hégémonie sur leur équipe et puis sur la Première Ligue anglaise. Et dans cette confrontation, c'est Pep qui est sorti victorieux. Donc je pense que il le mérite. Maintenant, il y a eu de petits problèmes avant le match, des déclarations de José Mourinho qui dit oui, je n'aime pas ces joueurs qui tombent juste à un coup de vent et voilà. Et d'ailleurs, il doit se présenter lundi. Exactement. Pour s'expliquer par la FA. Donc c'est une habitude pour lui, la provocation. Et c'est du pur Mourinho. Donc il n'a pas aimé de perdre ce match. Donc voilà. Et sur le terrain, c'est Pep, c'est mérité. Mais quand même du côté du United, Mourinho, vous n'êtes pas Mourinho, Roméo. Roméo, vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas quand même surpris par le fait de voir United encore rester derrière et voir City développer son jeu? C'est la tactique de José Mourinho. Lorsque l'adversaire offensivement est beaucoup plus fort que vous, et là vous comprenez déjà que Mourinho vous attend.
il ne procède pas de contre-attaque. Malheureusement pour Manchester United, City aussi sait bien jouer, Pep Guardiola aussi sait bien jouer à ce jeu-là, parce que vous paniquez un peu, il rentre dans votre surface de réparation, on vous marque. Et là, City a été très, je vais dire, opportuniste. Et au-delà même de cet opportunisme-là, il a été réaliste, parce que mettre 2 buts à José Mourinho, avec son système-là béton, c'est pas donné à n'importe quelle équipe. Je crois qu'aujourd'hui, José Mourinho peut regretter un peu l'absence de Paul Pogba. Peut-être la présence de Paul Pogba dans cette rencontre peut changer beaucoup de choses. Moi, je crois que City, cette année, est taillé pour la Première Ligue et même pour la Ligue des Champions. Avec Pep Guardiola, il n'a passé qu'une seule saison avec les Sky Blues. Et aujourd'hui, on sent l'implication directe dans le jeu de Pep Guardiola. Il ne fait qu'établir des records. Il a déjà commencé. Il l'a fait avec le Barça en alignant plus de 15 victoires de rang. Il l'a fait avec le Bayern Munich. Et cette fois-ci, c'est avec Manchester City. Et il vient de faire tomber le record de Arsenal, qui était donc 14 victoires de rang en Première Ligue. Et là, Pep Guardiola l'a fait avec des joueurs capables de marquer dans n'importe quelle situation. Pep Guardiola en son sein a 6 buteurs différents. Ça, c'est très important pour une équipe qui veut aller là. Ah oui, on va s'intéresser également à 2 gardiens qui ont fait le match. De Gea du côté du United et puis Ederson du côté de City. Ce derby également, c'est, on peut dire, la prestation des gardiens. Oui, ça a été, ce derby a permis à ces 2 gardiens-là de s'illustrer. On sait que De Gea, depuis le début de la saison, il permet des fois même à United de gagner. On l'a vu face à Arsenal. Oui. C'est lui qui a été l'homme du match. Donc c'est un gardien qui est très en forme, qui est même annoncé sur le départ, mais ça, bon, c'est encore à vérifier. Et maintenant, de l'autre côté, on voit que c'est le gardien aujourd'hui de Pep Guardiola. C'est lui qui... il a sauvé même un but de United. Oui, il est très en confiance. Ah, oui. Et puis souvent quand les joueurs sont autant en confiance, il y a aussi de la baraka qui suit. Donc ce sont ces 2 gardiens-là qui se sont illustrés. Maintenant sur le terrain, je crois que Guardiola a gagné son match. Surtout tactiquement, il y a beaucoup de choses à reprocher à Mourinho dans ce match, moi je pense. Par moment, on a l'impression que Mourinho ne fait pas confiance à son effectif. Oui. Il a des joueurs... Qu'est-ce qu'il leur demande concrètement, Mourinho? Oui, sur le terrain, Mourinho, souvent, quand Manchester United est face à des équipes joueuses, je pense que Mourinho opte pour sa tactique de toujours jouer derrière et procéder par des contres, mais ça ne marche pas à tous les coups. Donc, je crois que face à cette équipe de City qui s'est posé le pied sur le ballon, qui s'est fait courir l'adversaire, United a eu tous les problèmes du monde, et à la fin, c'est une victoire méritée. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'on joue à domicile, c'est à Mourinho quand même de justement, faire le spectacle, c'était à Mourinho de faire le spectacle, d'aller chercher cette victoire-là. Exactement. Et non d'attendre les erreurs de l'adversaire. Donc City en a tout simplement profité. On reproche à Guardiola de n'entraîner peut-être que de grosses équipes, mais même si on a de bons joueurs, des joueurs talentueux sur le terrain, il faut savoir tirer le meilleur de ces joueurs-là, ce que Guardiola arrive parfaitement à faire. Il le démontre encore avec cette équipe de City en Première Ligue et en Ligue européenne des champions. Donc chapeau tout simplement. Vous êtes tout simplement admiratif du travail de Pep Guardiola. 11 points d'écart entre United et City. Oui. Vous pensez que United peut revenir, Fifi? Non, moi je crois que c'est cuit. Et je crois franchement que City est parti pour gagner la Première Ligue. Quand City vient battre Manchester United à domicile à Old Trafford, je ne vois pas ce qui va encore arrêter cette équipe. Et s'il continue à jouer comme ça avec des joueurs de qualité, c'est parti. Je crois que City, 11 points, c'est beaucoup. C'est le match que Manchester ne devait pas perdre la dernière fois pour réduire peut-être l'écart et espérer en deuxième partie faire encore beaucoup d'efforts pour arriver au niveau de City. Même malheureusement, Manchester a perdu ce match-là. Et aujourd'hui, 11 points d'écart avec cette équipe de Manchester City, ce sera compliqué. Et vous le dites si bien, lors de ce derby-là, City a remporté son 14e match d'affilée. Et puis, juste derrière, Chelsea a courbé les chines devant West Ham United, 0 but contre 1.
Tottenham s'est réveillé en battant Stoke City 5-0. 2 buts partout en Crystal Palace et Bournemouth. Leicester, avec l'arrivée de Claude Puel, va très très bien. 3-2 sur la pelouse de Newcastle. Et puis Liverpool dans le derby de la Merseyside qui signe un match nul d'1 but partout. La 17e journée s'est jouée en semaine et City s'est déplacé du côté du Pays de Galles. Ça a été encore une correction. 4-0 avec un doublé signé David Silva, un but de Kun Agüero et puis un autre but de Kevin De Bruyne. Ça fait 15 victoires d'affilée pour Manchester City. La dernière fois qu'un club a eu 11 points d'avance sur son poursuivant, c'était d'abord en 93-94 avec Manchester United d'un certain Sir Alex Ferguson, et United a fini champion. La deuxième fois, c'était avec José Mourinho en 2005-2006 avec Chelsea. Et donc pour vous, City également sera champion. Oui, en Angleterre, c'est impossible de voir cet écart rejoint en championnat. Je crois que City est sur la bonne voie. Il n'y aura pas de faux pas? Je ne veux pas dire qu'il y aura pas de faux pas, mais 11 points d'écart, c'est extrêmement grand. Dans l'histoire de la Première Ligue, je crois que quand c'est comme ça, Franck, on peut se permettre de dire que le club qui est en avance avec cet écart peut gagner la Première Ligue. Vous ne voyez pas City perdre 5 matchs durant cette saison? Non, c'est impossible. Oui, non. On va s'intéresser à... Impossible. Ah oui? Parce que tout récemment, vous avez vu les victoires de City ont été possibles. Oui. Mais juste après, l'équipe s'est réveillée après avoir passé 2-1 à Manchester United. Le match qui a suivi, c'est 4-0. Ça veut dire tout simplement que ces joueurs-là savent comment gérer les matchs. Et on peut dire également que City est béni par... on peut dire, voilà. Voilà, parce que... voilà quoi. Par le pape, hein. C'est pas par le pape. Parce qu'il y a certains matchs où City gagne dans le temps additionnel. On va s'intéresser également à United qui a gagné 1-0. Lukaku qui ne marquait plus depuis 3-4 matchs, qui s'est réveillé face à Bournemouth 1-0. Tottenham qui bat 2-0 Brighton. Arsenal 0 but partout face à West Ham United. Liverpool également même score face à West Bromwich Albion. Et Leicester qui gagne encore 4-1 devant Southampton avec des buts signés Riyad Mahrez et Shinji Okazaki. Au classement, nous avons City avec 49 points qui est leader, suivi de Manchester United 38 points, 35 points pour Chelsea 3e, 31 pour Tottenham 4e, Liverpool est 5e avec 31 points également. Au bas du tableau, nous avons Crystal Palace 14 points, 19e West Ham 14 points et puis 12 unités pour Swansea en bon dernier. Au classement des meilleurs buteurs, nous avons Mohamed Salah, l'Égyptien, qui a 13 buts, Harry Kane 12 réalisations et puis Sergio Kun Agüero 10 réalisations. On va s'intéresser, je pense, à la 18e journée qui démarre déjà demain samedi. Leicester reçoit Crystal Palace, Arsenal joue face à Newcastle United, Chelsea, Southampton à Stamford Bridge, Brighton, Burnley, Manchester City face à Tottenham. Ouais. Ça, c'est un match piège. Peut-être pour City, on attend de voir. Liverpool se déplace sur la pelouse de Bournemouth. Et puis Manchester United, joue face à West Bromwich en déplacement. On va s'intéresser rapidement au trophée BBC de Mohamed Salah. Reçu la dernière fois, c'est sans surprise. Hein. Oui, c'est sans surprise. Il mérite largement ce trophée. L'Égyptien fait, je vais dire, une saison exceptionnelle. En club et aussi en sélection parce que son pays s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Oui. Je pense qu'il mérite ce trophée. Même il a été donc le tout premier Africain à avoir marqué 10 buts en Première Ligue. Je pense que c'est très bien pour Mohamed Salah et pour les Africains surtout. Oui. Et Riyad Mahrez a tracé la voie. C'est l'année Salah, Fifi? Oui, c'est l'année Salah. Je crois que non seulement il a remporté BBC Award, mais il va remporter également le Ballon d'Or. Vous le voyez? Je le vois parce que son équipe s'est qualifiée pour la Coupe du Monde avec une implication de Salah. D'accord. Et en club, il est très très impliqué également en Ligue des Champions. On le voit également. Je crois qu'il est... bon, je ne vais pas dire... Il y a aussi Mané, hein? Sadio Mané, oui. Sadio Mané. Mais je crois que Salah est en avance. Est bien parti. Et c'est bien mérité. Félicitations à l'Égyptien. D'accord. On va fermer la parenthèse de la Première Ligue. On va prendre l'autre direction. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Está el tiempo de la Liga Española, grande partido. Nosotros, Real Madrid de Sevilla, oui.
C'est incroyable. C'est incroyable. Là où c'est assez intéressant, il parle de El Jugador del Quinto Ballon d'Or. 5 ballons d'or pour Cristiano Ronaldo. Et dans ce match face à Séville, Cristiano s'est fait plaisir. Hein. Oui, Cristiano, on sait que depuis le début de la saison, il a du mal à trouver le chemin des filets en Liga espagnole. C'est un joueur qui adore les buts. Il ne vit que pour ça. Il est sur le terrain que pour marquer. Donc, il veut quand même se relancer parce que Messi est quand même loin. On sait le duel que se livrent ces deux joueurs à chaque journée de championnat. Chaque saison. Donc je pense bien qu'il a à cœur quand même de repartir sur de bonnes bases, se relancer dans ce championnat. Donc l'occasion lui était donnée. Il n'a pas manqué cette occasion-là. 2 buts dans ce match où le Real Madrid déroulait. Donc pourquoi ne pas en profiter lui aussi. Et il s'est amusé, il s'est fait plaisir dans ce match avec ces 2 buts-là. Fêté de belle manière d'ailleurs son ballon d'or, son 5e ballon d'or. Il les a alignés, hein. Il les a alignés. Devant tous les socios, voilà. C'était très beau à voir. Il attendait le ballon d'or pour vraiment se relancer. Il était peut-être un peu crispé, stressé. À l'annonce, il ne savait pas s'il allait passer. Il était sûr. Vous aurez cru Cristiano Ronaldo ne pas avoir ce ballon d'or? Non, mais lui, peut-être nous on savait, mais lui, peut-être il avait encore des doutes. Maintenant qu'il l'a, il s'est déchaîné à tout juste après. Voilà, c'est bien pour le moral du garçon. Roméo, le Real écrase le FC Séville pour se relancer en championnat. Ça, c'est un score inattendu parce que FC Séville qui est 5e au classement, on se dit que c'est un match choc. Un match choc. Et ça a été un match choc pour FC Séville parce que ce 5e ballon d'or a réveillé le monstre Cristiano Ronaldo qui a permis également à son équipe de marquer 5 buts face au 5e au classement. Je crois que c'était une rencontre référence pour Zinedine Zidane qui n'avait pas ses défenseurs titulaires. Exactement. Il a joué avec un système 4-4-2 avec une nouvelle défense. Seul Marcelo est un titulaire à son poste. Les autres, ce sont des remplaçants qui ne sont pas réguliers dans l'effectif. Donc une défense expérimentale. Une défense expérimentale et qui a permis à Zinedine Zidane de gagner 5 buts à 0. Et il y a 2 défenseurs qui ont marqué, Nacho et Hakimi, le Marocain, qui ont marqué. Ça veut dire tout simplement que Zinedine Zidane doit penser maintenant à tourner un peu son effectif parce que ces joueurs-là, ils ont besoin de place. Exactement. Et là, il faut lutter pour avoir une place au sein de l'effectif. Il faut donner plus de confiance à ces joueurs et faire reposer, pourquoi pas les cadres, pour de gros matchs. Et on va s'intéresser au match également du Barça qui jouait sans Samuel Umtiti, blessé depuis quelques jours déjà. Et Barça qui a répondu au Real Madrid, même si l'écart n'est pas aussi grand. C'est 2-0 face à Villarreal. Ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est que les 2 attaquants du FC Barcelone ont marqué. Ça fait un moment, on a pas vu Luis Suarez. Ça fait la 2e fois, je crois qu'ils marquent ensemble. Suarez et Messi. Je crois que c'est bon pour les Barcelonais, surtout que cette équipe, je venais de le dire, n'est pas une équipe extraordinaire, mais c'est une équipe très réaliste qui arrive à faire le service minimum pour se tirer d'affaire. C'est bien pour le FC Barcelone. Quand on prend l'Atlético Madrid aussi qui gagne, une autre qui commence à aussi. gérer également ses rencontres, 1-0 seulement face à Betis Séville, but de Sol à la 30e minute. Et Valence également a gagné face à Celta Vigo. Simone Zaza a ouvert le score à la 28e minute. Aspas va égaliser à la 46e. Et puis Barreglo à la 81e minute sur penalty permet à Valence de s'imposer 2-1. Getafe de Diendoukounam à domicile a été tenu à échec par Eba, 0 but partout. La Couronne épingle les Ganes 1-0. Real Sociedad Malaga, Malaga en déplacement s'impose 2-0 et ça fait la 3e victoire de Malaga, mais qui est toujours dans la zone des relégables. Levante Athletic Bilbao, c'est Athletic qui bat Levante 2-1. Puis Alaves également très mal en point, signe sa 4e victoire et c'est 2-0 face à Las Palmas, le duel des mal classés a tourné à l'avantage donc de Alaves qui s'impose 2-0. Et puis Espanyol Barcelone à domicile perd ce petit derby de la Catalogne devant Girone 0-1. Voilà donc la situation après la 15e journée. Et au classement, Barça garde la première place, 39 points.
34 pour Valence, deuxième. Atlético Madrid reste sur le podium avec 30 points. 31 unités pour le Real Madrid au pied du podium, quatrième. Séville garde sa cinquième place, 28 points. Villarreal, sixième, 21 points. 20 points pour Getafe, septième. Dans le bas du classement, nous avons Alaves, 18e, 12 points. 11 points pour Malaga, 19e. Et puis Las Palmas est 20e avec 10 points. Du côté des buteurs, Messi, 14 buts. Simone Zaza, deuxième avec 10 réalisations. Aspas monte sur le podium avec 9 buts. Prochaine journée, ça démarre ce soir. Séville, les 20. Demain samedi, nous aurons Athletic Bilbao, Real Sociedad, Eibar, Valence, Atlético Madrid, Alaves. Dimanche, Girone, Getafe, Celta Vigo, Villarreal, Las Palmas, Espagnol, Barcelone, Barça, La Corogne. Lundi, Leganés, Real Madrid et puis Malaga, Betis, Sevilla. Muchas gracias, señor Romeo Yetor. La suite, c'est ceci. Di Natale, 22 gol in questo campionato. Serie A italiana. E poi Floro, 2-0 Udinese, questa volta il gol è buono. Nous allons parler de Serie A italienne avec ce match choc entre la Juve et l'Inter. Oui, c'était le gros match de cette 16e journée. On attendait véritablement du spectacle parce que ce sont, disons, deux des trois meilleures équipes de ce championnat qui se rencontraient. Mais à l'arrivée, on n'avait rien eu à se mettre sous la dent, parlant de but, puisque le score était de 0 but partout. On aurait voulu mieux pour ce match-là. Des occasions n'ont pas quand même manqué, mais les attaquants sont passés à côté de leur match, on dira. Donc 0 but partout entre la Juve et l'Inter. Qui gagne dans ce 0-0 ? Personne, puisque la Juve était à 2 points de l'Inter. Donc gagner ce match-là aurait permis à la vieille dame de reprendre la tête de ce championnat. Donc ce 0-0 ne profitait à personne, puisque derrière, après ce match, il y avait le Napoli qui jouait. Exactement. Donc une victoire du Napoli lui aurait permis aussi de reprendre le fauteuil de leader. Malheureusement, le Napoli aussi a fait un triste match nul de 0 but partout face à la Fiorentina. Et donc la Roma qui derrière avait l'occasion de se rapprocher de ces deux. C'est une journée sans. Oui, de ces équipes de tête, a aussi fait match nul, 0 but partout. Donc c'est une journée qui n'a pas été prolifique en but. Et c'est cette journée de 0 but partout qui coïncide avec la première victoire de Gennaro Gattuso sur le banc du Milan AC, puisque les Rossoneri ont battu Bologne 2 buts à 1. Alors on sait que lors de la journée précédente, le Milan AC avait fait match nul face à Benevento. Alors Benevento qui avait accroché son tout premier point de la saison, on se disait peut-être que c'est le déclic, et non, Benevento a encore perdu, battu par Udinese 2 buts à 0. La Lazio à domicile, la Lazio qui recevait Torino. Et bien ça s'est mal passé. Oui, défaite de la Lazio, 1 but contre 3 à domicile, et ça a été un match à polémique, puisque entre temps il y avait eu une main de Lago Falque dans la surface de réparation. Il n'y avait pas l'arbitre qui avait décidé de ne pas siffler penalty. Bon, on laisse souvent ses mains à l'appréciation de l'arbitre. Le jeu s'est poursuivi, et donc Tiro Immobile qui s'est énervé. Il y a eu entre-temps, il s'est chauffé avec Nicolas Burdisso, et donc l'arbitre qui, après vidéo, a donné un carton rouge à Tiro Immobile. Donc les Lazialais naturellement se sont énervés. Pourquoi il n'a pas fait appel à l'arbitrage vidéo pour la main de Falque et pour l'expulsion de Immobile, il a fait appel à la vidéo. Donc ça a été un match la vidéo a un sacré bout de chemin. Ça a été un match à polémique véritablement, et même à la fin de ce match perdu par la Lazio, l'équipe de la Lazio a menacé même de se retirer de la Serie A italienne. Donc vous comprenez. Il va falloir revoir les choses. Parce que là, c'est compliqué.
Mais derrière, il y a eu quand même une réaction de Roberto Rossetti, qui est un ancien arbitre de la Serie A italienne. C'est lui d'ailleurs le responsable du projet de l'arbitrage vidéo. On sait qu'aujourd'hui, dans les 5 grands championnats, il n'y a que 2 championnats pour l'instant qui expérimentent l'arbitrage vidéo, la Serie A et la Bundesliga. Donc pour lui, l'arbitrage vidéo permet quand même d'éviter 3 erreurs par journée de championnat. On sait qu'en Italie, les erreurs d'arbitrage sont légion. Voilà, donc ça permet quand même d'éviter 3 erreurs par journée. On pense que c'est énorme tout de même. Donc, sachant quand même 1 point ou 3 points peut quand même vous coûter une saison. C'était un peu le cas en France dans ce match de la Coupe de la Ligue entre Marseille et Rennes. On va en parler tout à l'heure. Et surtout pour lui, l'arbitrage vidéo permet quand même d'enlever la pression et la peur au niveau des arbitres. Donc ils sont plus à l'aise dans le jugement. Oui, et donc il y a moins de contestation également quand on sait qu'il y a l'arbitrage vidéo. Donc en tout cas la polémique est là, ça se poursuit. Est-ce que la Lazio va se retirer? On va suivre ce dossier de très un dossier à suivre. Au classement, il y a 1 point entre l'Inter et le Napoli. Oui, l'Inter est en tête avec 40 points, 39 pour le Napoli et la Juve derrière avec 38, 35 pour la Roma, pour dire tout simplement qu'entre les 4 premiers, rien n'a bougé puisque tous les 4 ont fait match nul. La Lazio qui a perdu 5e avec 32 points, la Samp 6e 27 et le Milan c'est qui revient à 3 points de la 6e place, 24 au compteur. Et dans la zone rouge, on a Spal Ferrara 18e 11 points, 19e le Hellas 10 points et puis un petit point pour Benevento, 20e et bon dernier. Au classement des buteurs, Mauro Icardi qui reste en tête avec 16 unités, Ciro Immobile 15 et puis 12 pour Paulo Dybala. La 17e journée démarre demain samedi avec l'Inter qui reçoit Udinese, Torino accueille le Napoli, puis la Roma donne rendez-vous à Cagliari. Le dimanche, on a Hellas Vérone, Milan AC. Ils se sont déjà rencontrés en Coupe d'Italie avec victoire du Milan, c'est 3-0. Donc peut-être l'heure de la revanche pour le Hellas Vérone. La Bologne qui reçoit la Juve, Fiorentina Genoa, puis Benevento, Spal Ferrara, match des mal classés. Ah oui, grazie mille Ezekiel Ayataï. Cette fois-ci, nous faisons un tour du côté de ce pays. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous parlons de la Bundesliga, le championnat d'Allemagne avec le Bayern et Jupp Heynckes en taille patron. Oui, et il faut préciser qu'il y a eu 2 journées en semaine. Justement. Et la 15e et la 16e. Et au cours de cette 15e journée, il y a eu un fait, le limogeage de Peter Bosz, l'entraîneur du Borussia Dortmund. Vous êtes surpris, Franck? Non, pas du tout. C'était dans l'air, ça traînait juste. Et la dernière fois, ça a été compliqué. Il faut dire que c'est, on va dire. Et là, il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Il a été limogé. Il a été limogé. C'est le patron de cette équipe, Hans-Joachim Watzke, qui a pris la décision qu'il a d'ailleurs annoncé en conférence de presse. Donc, avant ce match, il n'y avait plus de victoires pour le Borussia Dortmund. C'était 9 rencontres sans victoire, toutes compétitions confondues. Il y avait 6 défaites. Donc, on ne peut pas continuer là-dessus. Il a été remercié. On a reconnu sa qualité d'entraîneur, mais les ambitions du club ne permettaient pas de continuer avec lui. Et donc, dire que, Franck, le Borussia Dortmund était leader dans ce championnat. Il y a quelques journées déjà. Il y a quelques journées. C'est dommage pour les jaunes et noirs, mais c'est aussi le football. Il a été remplacé par un autre Peter Stöger. Au-delà de la résonance de son patronyme, ce n'est pas un Allemand, c'est un Autrichien. Ah, justement. Voilà, c'est un Autrichien. Qui a été l'Autriche et l'Allemagne, c'est la même chose. Qui a été international autrichien, milieu de terrain, et voilà, il a joué au Rapide de Vienne, et puis Austria de Vienne. Donc c'est un entraîneur dur. On attend l'électrochoc. Voilà, il a déjà connu une victoire lors de la 16e journée avec le Borussia qui a gagné en déplacement devant Mayence 2-0. Le nom est très long. Papastatopoulos et Kagawa ont marqué. Voilà. Donc kilométrique, on sait que c'est un grec. Wolfsburg a fait jeu égal avec Leipzig 1-1. Hambourg, Francfort 1-0 pour Hambourg. Fribourg fait la même chose devant Mönchengladbach. Offenheim, même chose, 1-0 devant Stuttgart. 1-0 pour Leverkusen devant Werder. Le Bayern a fait de même devant Cologne. Lewandowski a également marqué. Schalke, Augsbourg 3-2 pour Schalke 04. Hertha a dominé
Hanovre 3-1 et ça fait 18 buts au total, 2 buts par match, 8 victoires et un seul match nul. Et le classement après cette 16e journée donne ceci: le Bayern en tête avec 38 points, 9 points d'avance sur Schalke 04 qui monte dans ce classement, 29 points. Leipzig est 3e, 28 points. Le Bayer Leverkusen 4e, 27 points. Hoffenheim 26 points, 5e. Au bas du tableau, on retrouve Stuttgart à la 14e position, 17 points. 15e Mayence, 16 points. 16e Hambourg, 15 points. Werder 14 points, 17e. Et le 18e n'est autre que Cologne avec 3 petits points. Les buteurs, Robert Lewandowski qui monte avec 15 buts désormais. Robert Lewandowski, Franck, qui devient le 10e meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga. Oui, c'est un joueur prolifique. Hein. Oui. Depuis quelques saisons déjà, il multiplie les buts. C'est extraordinaire de pouvoir aligner de telles performances. Oui. Mais le Polonais réussit quand même à le faire. Ça veut dire que c'est un bon joueur on va dire dans l'effectif du Bayern de Munich. Et puis Pierre-Emerick Aubameyang qui lui dépasse un certain Ghanéen, Anthony Yeboah, au classement des meilleurs buteurs africains en Bundesliga également. C'est une fierté pour l'Afrique aussi, quoi qu'on dise, même si ces derniers temps, il n'a pas sa tête au Borussia, il multiplie les frasques. Ouais. C'est un grand joueur, en tout cas, Pierre-Emerick Aubameyang avec 12 buts est 2e. Et Kevin Volland du Bayer Leverkusen, 3e avec 9 réalisations. Au niveau de la 17e journée qui commence dès ce soir, Mönchengladbach reçoit Hambourg, Stuttgart accueille le leader, le Bayern de Munich, Werder contre Mayence, Cologne joue contre Wolfsburg, Francfort Schalke 04, Augsbourg, Fribourg, Dortmund, Hoffenheim. On va voir s'il y aura la passe de 2 pour Peter Stoger. Hanovre, Leverkusen et puis Leipzig jouent contre Hertha Berlin. File donc Kher Nunyama, on va parler un tout petit peu de ce jeune joueur là, Ousmane Dembélé, Fifia Sogbavi, qui a reçu le prix du meilleur jeune joueur de Bundesliga la dernière fois. Et Dembélé a été élu par l'ensemble des effectifs de première, deuxième, troisième et quatrième division allemande. C'est mérité pour Ousmane Dembélé parti au Barça. Oui, c'est mérité pour lui. On a vu la saison de Ousmane Dembélé aussi bien en France avant de rejoindre Dortmund. Je crois qu'il était à Rennes. À Rennes, exactement. À Rennes, oui, il s'est vraiment révélé. Et rapidement, on l'a enrôlé et Dortmund l'a enrôlé. Il a quand même fait une très belle saison avant de partir et c'est mérité de la part du Français. Et maintenant, il reste pour lui d'aller convaincre réellement au Barça. Il est arrivé, rapidement, il s'est blessé. Oui. Il va revenir, je crois, ce week-end ou très prochainement. Oui. Et maintenant, je crois que le gros du travail, c'est pouvoir continuer sur cette lancée-là. Exactement. C'est clore véritablement à Barça. Ce sera maintenant son vœu le plus cher. Ezekiel, votre avis sur le prix du meilleur jeune joueur de Bundesliga attribué à Ousmane Dembélé? Oui, c'est un prix qui s'est donné sur la saison écoulée. Donc, il a été au niveau, il a fait de très belles choses avec le Borussia Dortmund. Oui. Donc, je pense que c'est un prix mérité pour lui. C'est un jeune, on ne cessera de le dire, il est très talentueux, très difficile à marquer, surtout balle au pied. Il nous fait carrément du Messi. C'est un joueur qui, au contraire des autres, qui arrive à contrôler le ballon des deux pieds, donc du pied gauche, du pied droit, il est très à l'aise. Voilà, donc je pense qu'il a déroulé la saison dernière, surtout sa complicité avec Aubameyang la saison dernière. Donc je pense que c'est mérité pour ce joueur-là. Un mot là-dessus? Oui, juste pour dire que c'est un joueur également qui peut aller très vite avec balle au pied. C'est cet atout-là qu'il a qui lui permet de faire parfois la différence, parce que rares sont ces joueurs-là qui ont le ballon dans les pieds et puis qui arrivent à aller très vite avec le ballon. Aubameyang aussi le fait très bien avec le Borussia. Je pense que c'est une qualité rare dont disposent les joueurs, et maintenant s'il peut mettre cette qualité-là à contribution chez les Blaugrana, je crois que ça va faire du bien aux joueurs également à sa nouvelle équipe. Nous sommes certes en décembre, peut-il quand même lorgner une place en équipe de France? Bon, s'il revient fort, parce que la qualité il a. Autrement, le Barça ne mettait pas ce prix sur ce joueur. Donc, il a fait une très grosse saison avec le Borussia Dortmund. Voilà pourquoi le Barça est allé chercher ce joueur-là à tout prix. Je pense que c'est un joueur d'avenir.
c'est un joueur qui va vite avec le ballon. Juste l'amorti peut vous dérouter. Donc Ousmane Dembélé, c'est un joueur en devenir, un très grand joueur avec un pied gauche magique. Il est capable de revenir en équipe de France. Je pense que physiquement, il doit pouvoir travailler. Et je pense quand même qu'il mérite d'aller en Coupe du Monde parce que ces genres de joueurs sont capables d'éliminer 2-3 joueurs et derrière faire la différence. On attend le retour à la compétition d'Ousmane Dembélé du côté du FC Barcelone. Ce sera le 4 janvier 2018. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Alors 100% Ligue 1 Conforama, Fifi Assobavi, il n'y a pas de surprise, le Paris Saint-Germain est toujours leader de ce championnat. Bien sûr, le Paris Saint-Germain qui a dominé Lille 3 buts à 1 le samedi dernier. Oui. Et des buts de Di Maria, Pastore et puis Mbappé. Ah, ils sont sortis du banc. Ils sont sortis du banc. Ça fait longtemps, on les a pas vus marquer. Di Maria et puis Pastore, ils l'ont fait le samedi dernier. Et puis un autre but de Mbappé, ça fait 3 buts à 1. Oui. Et déjà le vendredi, Bordeaux a été battu sérieusement par Strasbourg. Après, justement. Après avoir dominé Paris Saint-Germain. Justement, je suis sûr que vous avez vu tout ce match. Mais cette équipe de Bordeaux est méconnaissable. Depuis on dirait que Bordeaux a du mal. Depuis quelques journées maintenant en championnat, on se pose même des questions s'il faut remplacer l'entraîneur ou pas. Mais Gomenec, bien sûr. Les supporters demandaient de démission. Hein. Oui, mais pour le moment, ce n'est pas encore fait. Il est toujours là. Il est toujours là. Ça fait 3-0 pour Strasbourg. On se disait que Strasbourg retrouvait une forme, était en train de revenir dans ce championnat, mais lors de la Coupe de la Ligue, on a vu, ça fait 4 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain. Mais il faut reconnaître qu'il y avait des absents dans le rang de Strasbourg. Merci de le souligner. Et des absents également dans le rang de Paris Saint-Germain. Il ne faut quand même pas battre le PSG deux fois de suite. Mais ils avaient voulu le faire puisque avant ce match, ils disaient qu'ils allaient le faire encore en 10 jours. On leur demandait si c'était possible de battre en 10 jours le Paris Saint-Germain 2 fois. Ça n'a pas été fait. Marseille va bien? Marseille va bien 3-0 face à Saint-Etienne, une autre équipe qui souffre sérieusement. Ce n'est plus cette saison, Saint-Etienne n'est pas une grande équipe du championnat. C'est vrai, c'est un grand nom du football français, mais cette saison, franchement, Saint-Etienne ne vaut plus rien du tout. Ça les verts décolorés. Justement, parce qu'ils ont changé quand même leur vert. Ce n'est plus le vert d'antan, mais c'est un vert assez décoloré. Sombre maintenant. Pardon? Sombre. Le vert sombre. Ça fait 3-0, début de Germain. Valère Germain qui a du mal à marquer depuis le début de la saison, qui fait un doublé face à Saint-Etienne. Il semble qu'il est barré par un certain Kostas Mitroglou. Qui est toujours dans le trou. Qui ne joue pas beaucoup. Il ne joue pas, même s'il a marqué la dernière fois, le but a été refusé. Mais bon. Voilà, il a fait Valère Germain, je crois qu'il a encore marqué en Coupe de la Ligue. Bien sûr. Voilà, peut-être c'était le déclic pour lui. Monaco aussi va très très bien, Fifi. Oui, mais Monaco a souffert face à 3. Monaco était mené 2 buts à 0 avant de revenir 3 buts à 2. Oui. Ça, c'est quand même une grande équipe qui revient à 3 buts à 2. Et ça fait bien pour cette équipe-là. Oui. Angers qui fait un but partout face à Montpellier. Guingamp qui domine Dijon 4 buts à 0. Oui. Le FC Metz, depuis plusieurs journées, qui gagne un point partout face à Rennes et de notre compatriote Mathieu Dosevi. Toulouse qui bat quand 2 buts à 0. Oui. Amiens, après avoir ouvert le score grâce à Gakpé, qui se fait battre 2 buts à 1 par Lyon. Oui. Nantes qui domine, Nantes battu par Nice à domicile. Un but contre avec un but de Balotelli. Oui, un but de Balotelli, bien sûr. Voilà, ce sont les résultats de la 17e journée. Oui. Au classement, le Paris Saint-Germain est toujours en tête avec 44 points. Naturellement. Suivi de Lyon. Comme dirait quelqu'un, le soir quoi. Le soir Pratiquement tous les 5 premiers ont gagné. Lyon, 35 points. Monaco, 35 points. Marseille, 35 points. Et Nantes, 27 points. Voilà les 5 premiers en bas du classement. On retrouve Lille, 18 points. Angers, 15 points. Et puis Metz, 5 points. 5 petits points. C'est quand même incroyable de voir Metz à cette position. Metz qui a révélé des joueurs comme Frédéric Mérieux, même Adebayor, Robert Pires, Emmanuel Adebayor, Ribéry. C'est compliqué pour Mathieu Cagnido-Séville. Donc, va rapidement quitter le Camerounais Job.
Joseph Désiré Diop. On s'intéresse cette fois-ci à la 18e journée. Saint-Etienne, ça commence ce soir. Vendredi, Saint-Etienne reçoit Monaco. Un autre gros match. Est-ce que Saint-Etienne va gagner? Je ne pense pas que c'est un gros match. Je ne pense pas. Avec la forme actuelle de Saint-Etienne, Monaco a le devoir ou même le droit. Mais c'est quand même à Geoffroy Guichard. Non, les dirigeants, n'ont pas d'ambition. En même temps, Julien Sablé à la tête de cette équipe. La machine sans Sablé. Voilà. Je ne crois pas que ce soit vraiment difficile pour Monaco. D'accord. Samedi, Rennes reçoit le PSG. Oui. Caen joue Guingamp. Oui. Dijon joue Lille. Montpellier joue Metz. Ce sera encore difficile pour Dosseville. Oui. Strasbourg reçoit Toulouse. Troyes reçoit Amiens. Et le dimanche, Nantes joue Angers. Nice reçoit Bordeaux. Oui. Et puis pour finir, c'est un choc là. Lyon joue Marseille. L'Olympico. Le deuxième face au quatrième, mais qui ont le même nombre de points. Oh là là. Alors là, celui qui gagnera va peut-être être le dauphin, du Paris Saint-Germain. Si jamais Monaco également ne gagne pas face à Saint-Etienne. Tout ça reste quand même des hypothèses. L'Olympico qu'on va suivre de très très près. Lyon qui reçoit l'Olympique de Marseille. Et pour au tableau des buteurs, on a Cavani toujours en tête, 17 buts, dont 2 pénaltys. Falcao, 14 buts, 3 pénaltys. Mariano Diaz, 12 buts, 1 pénalty. Nabil Fekir, 11 buts, 1 pénalty. Et puis Neymar, 9 buts, 2 pénaltys. Neymar qui est toujours là dans le classement des meilleurs buteurs, très attendu. Il semble qu'il était du côté du Brésil pour régler un problème familial. Il sera de retour. Il est rentré. Il sera de retour. On attend de voir tout ça. Mille merci, Fifi Assebavi, pour ce qui concerne les informations de la Ligue 100% Conforama. Et cette fois-ci, on va aller dans notre boîte mail pour s'intéresser aux questions des auditeurs. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. La première question, elle vient de Soli Maclesso. Cette question s'adresse au patron de la Bundesliga. Il veut tout simplement savoir pourquoi le championnat d'Allemagne prend un mois avant de reprendre, un mois de pause, par exemple. Oui, c'est juste le calendrier par rapport aux compétitions qui ont lieu dans ce pays. Oui. Et c'est fait de façon que ça ne dérange pas le calendrier international. Donc, c'est juste la raison pour laquelle la Bundesliga décide aussi d'octroyer plus, on va dire, de repos aux joueurs et avant la reprise. Donc c'est le calendrier, les différentes compétitions en Allemagne qui autorisent ça. Et pendant ce temps, du côté de la Première Ligue, ça joue même les jours de Noël et les jours de Voilà l'an. pourquoi quelque part Conte a dit que les joueurs sont trop surchargés, ils jouent trop de matchs, ils ont plus leur physique, et qu'il faut revoir tout ça. Chelsea veut aller en Allemagne? Bon, je ne sais pas. Mais c'est bizarre, mais les joueurs, la majorité des joueurs veulent jouer la Première Ligue, vous voyez. Oui, ça c'est vrai. Ils sont attirés par C'est quand même excitant, oui. Très excitant. On va s'intéresser Il y a même moins de clubs en Allemagne. Oui. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il y a 18 clubs, 18 clubs contre 20 en France, donc ils peuvent se le permettre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La deuxième question, elle est de Michel Adabonou et il pose la question, avec cette affaire de vidéo en arbitrage, est-ce que le football ne va pas être robotisé? Oui, mais bon, c'est ce que tout le monde dit, mais ça ne sera pas la première. Le rugby, on se fie à la vidéo, le tennis également, et puis d'autres sports. Maintenant, on pense que la vidéo va dénaturer le football, ou bien il ne sera plus humain. Et donc, mais au-delà de tout ça, il faut comprendre ceux qui veulent que la vidéo soit intégrée dans le football, parce qu'il y a eu des équipes qui ont été trichées, comme ça, qui ont été éliminées sur des erreurs d'arbitrage. Avec la vidéo, on peut éviter tout ça, et celui qui mérite quand même de se qualifier ou bien de poursuivre telle ou telle compétition va continuer. Donc, je pense que il faut faire véritablement la part des choses, parce qu'il y a eu des fautes. Franck, vous êtes pour la vidéo? Bon, pas trop. Je ne suis pas trop pour la vidéo. J'ai envie de dire qu'on laisse le football se faire, mais je pense qu'avec ça, il y a tellement de tricherie. Les arbitres sont des humains. Ils n'arrivent pas à tout voir tout de suite dans les toutes premières secondes. Justement, parlons de cette situation entre l'Olympique de Marseille et Rennes en semaine. Le ballon qui a été frappé, qui ricoche sur le montant. Le ballon qui ne touche même pas la ligne de but, mais l'assistant
qui dit qu'il y a but. Lui, il rêvait. Et quand on voit la réaction des supporters, l'arbitre a dû s'approcher de son assistant, il a essayé de discuter avec lui. On a dû prendre également des nouvelles de la cabine de vidéo. C'est après ça que le but a été annulé. Oui. Et ça, je ne sais pas comment on peut se tromper sur une telle action. Vous avez vu l'action? Oui, mais c'est impossible. Même à 1 kilomètre, on voit. C'est grave ça. Alors là, moi aujourd'hui, je suis partagée parce qu'au début, tout comme Franck, je me disais que le football, c'est un jeu avant tout. Il faut laisser le football se jouer. Mais avec beaucoup d'enjeux, hein, Fifi. Mais c'est pourquoi je dis je suis partagée. Mais en même temps, quand je vois les sacrifices et quand je vois l'argent jeté aujourd'hui dans le football, même perdre un match, c'est une perte énorme des fois. Perdre un seul match, des fois, c'est une perte énorme. Et sur ce point, je me dis, c'est intéressant de laisser la vidéo intégrer pour rétablir une certaine justice. Rétablir une certaine justice, même si pour moi c'est quand même pas trop bien. Mais je me dis, c'est important aujourd'hui, vu l'argent qu'on injecte, vu et les engagements, vu les sacrifices. C'est important que la vidéo vienne. Votre avis, Romero? Oui, au départ, j'étais aussi contre l'intégration donc de l'arbitrage vidéo, mais après avoir vécu certains événements, je pense que c'est important aujourd'hui d'intégrer l'arbitrage vidéo parce que la plupart des violences sur les terrains proviennent des erreurs des arbitres. Et là, si avec cette façon d'aider les arbitres à mieux faire leur boulot, ça va limiter cela. Vous savez, la plupart des arbitres aussi se laissent corrompre facilement. Et avec l'arbitrage vidéo, ça peut limiter également ce phénomène-là. Parce que perdre un match juste parce que l'arbitre en a décidé autrement, ça fait véritablement mal aux supporters. Parfois, ça dégénère. Je vous imagine en tant que président de club. Mais il faut que ça arrive rapidement en Afrique. Oui, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage, des fois de corruption. Oui. Et quand je me rappelle du match Bénin-Togo, le match là, ça m'a vraiment fait mal. Vous y étiez la dernière fois également, vous avez vu comment ça s'est passé. Ça s'est passé. Oui. Et voilà, donc il faut que ça arrive rapidement, mais je crois que ça sera difficile. Oui, il faut parler aussi des moyens. Parce que l'installation coûte 200 000 euros. 200 000 euros pour un stade, pour la vidéo. Ah oui, 200 000 euros. Il faut calculer 130 millions. Ah, c'est beaucoup d'argent. Voilà. C'est beaucoup d'argent. Est-ce que la Fédération togolaise de football a tellement de moyens comme ça pour installer? Et sur quelle installation d'ailleurs? On ne peut pas installer ça à Kotoko de la ville. Mais déjà pour les matchs, peut-être pour les éliminatoires, il faut peut-être penser, je ne sais pas, pour les matchs. Il semble que la CAF va mettre en place un certain système. Mais espérons que tout ça, comme vous l'avez dit, quand même bénéficie de suffisamment de moyens bien sûr, pour vraiment avoir cet arbitrage vidéo réussi. Et du côté du continent. Oui, l'arbitrage vidéo n'intervient que sur des actions spécifiques. Parce que, par exemple, les pénaltys, un but refusé. Les validations de buts, les cartons. Exactement. Et puis, sur les échanges d'identité, sur les cartons jaunes, cartons rouges. Parce que des fois, on siffle une faute et on attribue le carton à un autre joueur. Sur ça, par exemple, quand le joueur se plaint, on peut faire appel à l'arbitrage vidéo. Donc, ce n'est que sur cette action-là qu'on peut faire appel à l'arbitrage vidéo. Donc, je pense que ça ne ralentit pas vraiment le jeu. Je ne sais pas combien de fois il y a... Mais dites-nous, jetez un coup d'œil dans le rétroviseur. Coupe du Monde 1986, le but d'Armando Maradona. Si c'était aujourd'hui, vous pensez que ce but serait validé? Du tout pas. Justement, on aurait fait appel à l'arbitrage vidéo et ce but n'aurait pas été validé. Et si l'arbitrage vidéo existait, je pense qu'il n'y aura pas de Coupe du Monde pour l'Angleterre aussi en 66. La troisième question, elle est de Émilie Cedro. Ça, c'est une dame. C'est une dame qui nous écrit. Ça veut dire qu'elle nous suit également. Est-ce que Mohamed Salah peut rester à Liverpool la saison prochaine? Non, ça dépendra des dirigeants. Maintenant, on sait que le joueur est en train de flamber. Le joueur est en train de montrer beaucoup de qualité offensive et technique sur le terrain. Aujourd'hui, c'est, on va dire, l'un des cadres de Liverpool par rapport aux résultats que les Reds sont en train d'aligner. Meilleur buteur de première ligue. Voilà. Donc, je pense que ça va être compliqué
Bon, le club a les moyens de pouvoir le garder. Maintenant, sur la ligne, on retrouve le Real Madrid qui a envie de le remplacer, de prendre Salah pour remplacer Gareth Bale, annoncé sur le départ. Donc, il faut pouvoir travailler, convaincre le joueur de rester. Autrement, je pense que il peut avoir des envies d'ailleurs. Oui, ça dépendra tout simplement des ambitions de Liverpool, des Reds. Si les Reds veulent avoir une équipe peut-être pour gagner la Ligue européenne des champions, je ne pense pas, ou gagner la première ligue, je ne pense pas que les Reds vont laisser partir Mohamed Salah, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs de ce club-là, pour ne pas dire peut-être le meilleur. Mais si par exemple on laisse partir Coutinho, il y a d'autres joueurs qui sont là, si ces joueurs partent, je pense que Mohamed Salah va vouloir partir aussi. Mais si on renforce plutôt l'effectif, je pense qu'il va vouloir rester pour gagner des trophées avec Liverpool. Donc tout dépendra des dirigeants de Liverpool. On va suivre ce dossier également de très très près. On va remonter un peu le générique et juste derrière, nous parlons du terme sportif. Le thème sportif et nous nous tournons vers notre professeur du jour. Il se nomme Roméo Yetor. Le thème sportif avec vous, Roméo. Corner à la remoise. Très souvent dans les commentaires, on dit le corner tiré à la remoise. Mais en fait, on ne sait pas ce que c'est qu'un corner tiré à la remoise. L'explication, elle est très simple. Oui. Tirer un corner à la remoise, c'est tirer un corner à deux temps ou à deux. Le joueur qui est sur le ballon, il passe la balle à un partenaire. Au lieu de tirer directement vers le but, c'est ça, tirer un corner à la remoise. Maintenant, comment est née cette tactique de tir de corner à deux? Elle est née d'un joueur, d'un attaquant français, il s'agit de Raymond Kopa, qui a été ballon d'or même en 1958. Il a joué avec le Real Madrid, avec beaucoup de clubs européens, des grands clubs, et Reims. Le stade d'Agassac aussi. Oui. C'est le stade de Reims qui a inventé donc cette tactique de tir, de tirer le corner, et c'est avec Raymond Kopa qui a su prudent parce que c'est la première fois qu'on tire un corner. Donc il a passé la balle à un partenaire avant de redonner la balle à un autre. Donc c'est ça, tirer le corner à la remoise. Maintenant, quel est l'objectif de ce corner à la remoise? C'est de garder la possession. Parce que quand vous tirez directement vers le but adverse, l'équipe adverse peut toutefois récupérer le ballon. Et là, vous perdez votre possession. Mais si vous voulez garder la possession, vous tirez le corner à la remoise pour gagner cette possession. Et les clubs qui sont, on va dire, des habitués à ce système de tirer le corner, il y a Barcelone et puis Manchester City de Pep Guardiola. Mais maintenant, quel est, on va dire, le côté négatif de ce système de tirer le corner à la remoise? C'est que vous pouvez induire votre équipe en position irrégulière. Ça retarde plus les actions parce que peut-être il vous reste une minute pour pouvoir... à la fin d'un match, il vous reste une minute pour la fin d'un match et vous avez obtenu un corner. Il faut tirer directement le corner vers le but. Ça peut vous permettre ou bien occasionner un but. Mais si vous voulez tirer à la remoise, le temps de passer le ballon à un partenaire, il y a des secondes qui se craignent et là, vous perdez le ballon. Et puis, ça énerve beaucoup les supporters. Il ne faut pas oublier ça. Quand vous tirez à la remoise, c'est un geste un peu ridicule. Oui. Et les supporters ne comprennent pas. Ah oui, c'est clair comme explication. Merci, professeur. Merci beaucoup. Et oui, on le voit souvent dans certains grands matchs où on sait qu'on mène 2-1 ou 1-0 dans une grande finale. On voit deux joueurs au coin du corner. On se la joue. On essaie de protéger un peu ce ballon. On se fait bousculer. Ça fait encore corner. C'est une tactique réussie plus ou moins par certaines sélections ou certaines équipes. Oui, mais c'est plus pour gagner du temps. Pour gagner du temps. Et puis, on sait que des fois, il y a certains clubs qui n'ont pas forcément de très bons joueurs de tête, qui ne sont pas à l'aise sur les centres. Par exemple, le FC Barcelone qui procède par centre rarement. Donc, sur les corners, on préfère encore décomposer et procéder par passe pour se faire des brèches dans la surface de réparation. Donc je pense que les équipes qui n'ont... ça arrive rarement en première ligue anglaise, parce que là c'est sur le football anglais,
On sait que forcément on a de très bons joueurs de tête, donc je ne vois pas quand même Stoke City par exemple jouer un corner à l'arrêt. Moi c'est directement dans la surface de réparation, on voit un joueur qui place sa tête. Mais on peut voir ça aujourd'hui par exemple avec Manchester City qui ne pratique pas forcément ce football anglais là, qui a un football fait de petites passes, donc Guardiola qui a ramené le football espagnol ou le Diogo Bonito en Angleterre. Merci beaucoup Ezekiel sur votre explication concernant le corner à la rémoise. On va saluer certains inconditionnels. Franck Nounyama. Oui, on va saluer ceux qui prennent leur temps pour nous suivre. On va dire bonjour à Péné, à Esther, à Gloria, à Momo, à Daniel, à Pascal, à Kenneth, à Marouf. Bonjour à Innocent, le taximan, One Love le Barcelonais. Bonjour à Barthélémy Gomnan et à tous les autres. Fifia Sobavi. Je salue tous les auditrices et auditeurs de cette émission qui nous suivent pratiquement tous les vendredis. Je n'oublie pas Zarif. Je n'oublie pas Léonce que j'ai rencontré la fois dernière. Ah oui, c'est une inconditionnelle de cette émission. Bonjour à toi Léonce. Oui, bonjour Léonce. Bonjour bonjour également les Sika également qui est sur la plateforme Fan PFE. On va également se tourner vers Ezekiel. Oui, je dis bonjour à Papi Ndoni, à Rachida Alassani, à Manu Akwete, à Maussi Moncha, à tous ceux qui nous suivent du côté de Dijolé, à toute l'équipe de Mouzou FC et à l'équipe de Diesel FC. Roméo Yetor. Ma liste elle est bien longue aujourd'hui. Allez-y. Bonjour à Kbade Noukbade, Franco Bayor qui a soufflé une bougie de plus la fois dernière. Heureux anniversaire à toi. Kesselik aussi, enfant de 18 ans de Yokwe, Benoît Nousoukwe et l'homme Dougla. Toute l'équipe de RMT Sport, sans oublier les confrères de la JST. Nous disons également bonjour à Sewa, à Ortega, à Torres et à Gordo également qui nous écoutent. Bonjour à David Assimadi. Bonjour également à Koudjo, à Mekoudi qui traverse un peu d'une période difficile en ce moment. Bonjour également à Armel à qui nous disons beaucoup de courage. Reviens-nous très très fort. Sans oublier également Dadan la Madrilène. La Madrilène. Merci beaucoup Roméo. Rendez-vous vendredi prochain. Franck Nounyama, mille merci. On est là, ensemble. Merci Fifia Sogbavi. Ezekiel. Au prochain numéro. Merci également à Elom Adovon qui a assuré le webmastering durant toute cette émission. Nous vous disons également merci chers auditeurs et auditrices. Restez sur Sport FM. Mise en onde signée Théoa Jabon. Je suis Angelo Folikwe. Oui, bon week-end sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot.